Le magazine de l'économie, produit et présenté par Zeki Azak et Tahar Al-Almi. Bonjour. Gros plan dans ce numéro du magazine de l'économie sur le volet de l'infrastructure. Pourquoi l'infrastructure ? Parce que le degré de progrès d'un pays se mesure aussi à l'aune de l'infrastructure dont il dispose et les perspectives quant à son développement économique est étroitement liée au niveau de son infrastructure et des projets relatifs à ce domaine. L'infrastructure en Tunisie, situation et perspective est l'intitulé de notre émission aujourd'hui, à laquelle nous avons invité M. Razi Chérif. Il est directeur général des ponts et chaussées au ministère de l'Équipement et de l'Environnement. Quel est l'état des projets d'infrastructure alors que nous attaquons le deuxième semestre de 2013, si Razi? Je vous remercie. Je commencerai peut-être par donner quelques détails sur l'infrastructure routière en Tunisie. On a un réseau de à peu près 19 500 km qui appartient au ministère de l'Équipement. Là, il faut faire la différence entre le réseau du ministère de l'Équipement et le réseau appartenant aux municipalités. Oui. Donc, tout ce qui est cité, ça, c'est à l'intérieur des communes. Voilà, à l'intérieur des communes. Donc, c'est les municipalités qui s'occupent et de l'entretien et de la réalisation de ces des ruelles routes et routes, chaussées, dont 76% sont revêtus. Ils comptent à peu près 3000 ouvrages d'art, 3500 ouvrages d'art, dont à peu près 60% ont une largeur supérieur à 7 mètres, donc gabarit international. Après la Révolution, on a des demandes très pressantes de pistes rurales. On a une grande pression pour les pistes rurales parce que les pistes pour rurales... désenclaver tout de même beaucoup de petits villages. Voilà. Et, tout, oui. Et donc, elles jouent une grande importance dans l'agriculture, disons. C'est ce que je disais dans mon introduction. Donc, c'est le progrès. Et nous, la Tunisie aspire actuellement à réaliser de nouveaux taux de croissance. Donc, elle a besoin aussi d'une bonne infrastructure pour pouvoir le faire. Oui. Une autre donnée non moins importante, c'est le nombre de véhicules. C'est à peu près 1 500 000 véhicules en Tunisie. C'est beaucoup. C'est beaucoup, avec un taux de croissance d'à peu près 6%, 5% par an. Donc ça, et surtout les poids lourds. Surtout les poids lourds. Parce que ce qui dégrade la chaussée, en fait, c'est les poids lourds. Et on enregistre justement des surcharges énormes dans les camions routiers qui ont un effet néfaste sur la route. Ça abîme davantage et beaucoup plus rapidement. Une route qui dure normalement 15 ans, disons, 15 ans dans nos études. Elle durerait à peu près 7 à 6 ans. S'il y a une surcharge routière, c'est exponentiel. C'est la moitié. Oui, c'est exponentiel. Nous, on a une stratégie. On va faire des comptages. Voilà. Oui. Et donc, pour tout ce qui est infrastructure routière en Tunisie, je vous ai dit qu'un nombre, c'est un chiffre qui est 1 500 000 donc, véhicules jour. Le trafic moyen journalier à l'échelle nationale, c'est à peu près 6 700 véhicules jour. Et on peut trouver jusqu'à 120 000 véhicules jour dans le Grand Tunis, jusqu'à 400 véhicules jour au sud. C'est pour vous dire la disparité, disons, du trafic routier. D'accord. Le trafic routier se trouve davantage dans les régions côtières, dans les pôles économiques et dans le Grand Tunis. Et le Grand Tunis, des 1 500 000 véhicules, 30% se trouvent dans le Grand Tunis. Et quelles sont les réalisations et les projets en cours ou en perspective dans les régions défavorisées surtout? Alors, si vous voulez commencer par peut-être le Grand Tunis ou les grandes villes Je commencerai peut-être par les pistes rurales. Oui. Parce que là, je vous ai dit, on a une pression énorme sur les pistes rurales. Une piste, c'est du social par définition même. Oui, parce qu'on atteint les petits villages, donc les villages reculés un peu, donc en race campagne. Pour les pistes rurales, on a maintenant à peu près 8000 km de pistes en exécution, que ce soit en revêtement de pistes existantes, que ce soit en grand entretien de pistes, que ce soit en la création de nouvelles pistes. Dans quelle région vos interventions se sont accentuées surtout? Dans les 23 gouvernorats, il faut dire que Tunis, il n'y a pas de pistes pratiquement. Dans les 23 gouvernorats, spécifiquement dans les 14 gouvernorats de l'intérieur. Et là, c'est le plus grand nombre de kilomètres. Et en nombre et en kilomètres de pistes, là, on intervient. Il faut dire qu'on a un problème de logistique, que ce soit donc de voitures pour le contrôle, que ce soit de moyens humains pour contrôler. Et là, on fait face à un manque de moyens
vis-à-vis aussi au bien grand matériel nombre. qu'humain. Oui, matériel qu'humain vis-à-vis au grand nombre de pistes. Vous savez que les pistes, c'est éparpillé, hein? C'est disparate. Donc, dans des montagnes, donc même l'accès, partout, c'est un peu difficile. Même l'accès, c'est difficile. Pour revenir aux autres régions du pays et aux autres types de projets. Oui. Donc, on a commencé par les 8000 km de pistes. Il y a même dans les 8000 km 1750 qui sont en cours d'étude. Et on est en train de chercher donc, des bailleurs de fonds. Donc, ça, c'est concernant les pistes rurales. Concernant l'autoroute, ça, c'est les grands projets. Je vais commencer par les grands projets. Hein. Il y a l'autoroute transmaghrébine, ce qu'on appelle. Donc, c'est l'autoroute donc, qui le relie donc, Alger à la Libye, via Tunis, bien sûr. C'est l'autoroute transmaghrébine d'une longueur de 750 km. Maintenant, le réseau en exploitation, c'est 360 km. Le réseau donc, il reste 400. Voilà. Donc, le réseau en exploitation, il est 360 km. En cours d'exécution, nous avons donc Sfax-Gabès, c'est 155 km. Et l'avancement des travaux, il est à peu près à 50 à 60%. Il y a un retard, certes. On va en parler peut-être. Oui. Pour des retards, effectivement. Oui, il y a des retards pour les grands projets, il y a des retards. Pourquoi? Pour 2 à 3 raisons essentiellement. La première, c'est l'acquisition des terrains, c'est l'expropriation. Là, on peut parler de procédures qu'il y a lieu maintenant de réviser, peut-être. Aussi le citoyen, il n'est plus comme avant. C'est-à-dire les procédures qu'il faut réviser. Les procédures d'indemnisation sont lourdes. Quelle est la différence entre aujourd'hui et il y a quelques années? En 2003, il y a eu une révision de la procédure d'expropriation. Et dans cette révision, il y a pas mal de procédures qui sont rentrées en jeu, qui sont bénéfiques pour le citoyen, et il y a des parties qui ne sont pas bénéfiques pour le citoyen et pour le projet. Après la révolution, il y a beaucoup de problèmes. Les gens donc demandent des... Ils ont remis en cause les accords des choses bizarres même. Qu'ils ont signés par le passé. Déjà, il y a des gens qui ont remis en cause des accords passés, qui nous ont dit même ce que nous avez payé, c'est sous pression, donc ils remettent en cause. Deuxièmement, même ceux qui ne remettent pas en cause, donc on discute avec eux, il y a des gens qui exploitent carrément l'administration et donc qui demandent des choses aberrantes. Et demandent une indemnisation 10 fois le prix, disons 10 fois le prix, même le prix courant. Donc on a même indemnisé, nous, il y a des cas, on a augmenté à 4 fois le prix. Il n'y a pas de problème réellement, on va vers le prix courant. Mais lui, il demande plus que ça. Mais à part ce problème d'expropriation, il y a un autre problème, c'est les demandes sociales. Et les demandes sociales, ça peut aller... Donc, ils vont à l'entreprise. Ne faites pas le travail que si vous faites travailler mon garçon, mon cousin, les chômeurs du village, mon cousin, voilà. Ou même, ça peut aller même jusqu'à dire à l'entreprise, ne faites pas travailler des gens de l'autre village, ne faites travailler que les gens de mon village. Et ça, vraiment, on rentre dans un cercle. Ça a perturbé un peu votre travail. Beaucoup. Et c'est ce qui explique les retards là, dont vous parliez tout à l'heure. Ça explique les retards et on a même des indemnisations, des demandes d'indemnisation des entreprises parce qu'il y a des chantiers où le travail peut être fait par une centaine de bonhommes et lui, il fait travailler 1000, il fait travailler 500, 600. L'essentiel, c'est que son projet marche. Oui, mais après, il nous demande des indemnisations. Bien sûr, lui, l'entreprise, au lieu de faire travailler 100, il travaille 120, 130, d'accord. Mais au-delà, il commence à nous demander, nous, des indemnisations. Il y a même des gens qui disent aux entreprises, non, la route ne passe pas par là. Ne travaillez que si vous me faites ma piste à moi ou ma route à moi. Donc ça devient des intérêts personnels. Oui, on sait que depuis 2011, surtout 2012 aussi, il y a beaucoup de projets qui accusent beaucoup de retard aussi. Oui, il faut dire que l'administration a fait un grand effort pour résorber ce retard pour beaucoup de projets, mais il y a beaucoup de projets aussi où on peut rien faire. Mais je peux vous dire qu'il y a 90% de projets, à peu près 90% de projets maintenant marchent sur les rails, avec des problèmes certes, mais on essaie au fur et à mesure de déblayer donc, les problèmes et donc de résoudre ces problèmes-là. Donc il resterait quelques projets où ça nécessite donc la prise en possession du terrain carrément. Il faut beaucoup de patience. Oui, il faut beaucoup de patience et beaucoup de communication. Aussi, beaucoup de communication. On communique maintenant
plus qu'avant, il faut dire, avec le citoyen. On fait des consultations publiques dans nos projets, on ne le faisait pas avant. Et maintenant, systématique, pour les grands projets, on fait des consultations publiques. Et les consultations publiques, on va au gouvernorat. Vous associez donc tous les, on va tous les habitants, les riverains, les on va au gouvernorat, on fait un affichage et on dit au gouverneur, il faut appeler le citoyen, les ONG, donc, le maximum de gens. Le maximum de gens, et on leur présente le projet et on entend leur son de cloche. Qu'est-ce qu'ils veulent, quels sont leurs commentaires. Et il y a un registre qui est ouvert et on laisse le registre pendant une dizaine de jours et même ça peut arriver à un mois pour qu'ils écrivent leurs commentaires et leurs doléances. Et nous, on prend les commentaires et on voit. Et vous en tenez compte donc? On essaie d'en tenir compte parce que vous savez, il y a des commentaires, chacun, comme je vous ai dit, chacun regarde le bout de son nez. Moi, je veux que la route passe par ici, l'autre par là. Et lorsque vous ouvrez, là, vous voyez que il veut que ça, voilà, c'est à la limite, il veut que ça passe près de sa localité et pas près de l'autre localité. Et nous, notre rôle, de toute façon, c'est technique. Nous, il y a des analyses multicritères. C'est l'intérêt national qui prime, général, donc, qui prime avant. On ne peut pas plaire à tout le monde. On peut pas plaire à tout le monde. Absolument. Est-ce qu'il y a des problèmes de financement pour réaliser toute cette infrastructure et tous les projets sur lesquels vous travaillez? Il est vrai qu'on est à la recherche de financement pour beaucoup de projets, comme les 1700 km de pistes rurales par exemple. On a un programme ambitieux de réhabilitation, donc mise à gabarit de routes, donc on est en train de chercher des financements. Mais à ce que je vois, les bailleurs de fonds donc, sont là. Ils sont là, c'est-à-dire ils sont prêts à financer, oui, ils sont prêts à financer. Il faut dire que c'est le ministère l'MDCI, le ministère de la coopération internationale, qui lui s'occupe des bailleurs de fonds, pas le ministère de l'équipement. Mais nous, on côtoie donc nos bailleurs de fonds. En tant que direction générale des ponts et chaussées, je vous parle, donc nos bailleurs de fonds habituels, c'est la Banque africaine de développement, Banque européenne d'investissement, le Fonds arabe de développement, FADES, donc c'est le fonds cootien. Pour ces fonds-là, on n'a pas pratiquement Ils financent beaucoup les projets d'infrastructure. Oui, on a des habitudes. Il y a une confiance qui s'est instaurée avec la direction générale des ponts et chaussées. Il n'y a pas de problème réellement. Donc, s'il y a une requête, il n'y a pas de problème pour le financement. Donc, en dehors des pistes rurales, donc, et des autoroutes, la suite de pour les autoroutes, je vous ai dit, donc, pour l'autoroute, je vous ai dit juste rapidement, on a 350 km en cours d'exploitation. On a 150 km qui Sfax Gabès, donc les travaux avancent à raison de 50-60%. On a Gabès Rasejdir, 180 km. Elle est divisée en Gabès Medni et Mednin Ras Jdir. Pour Mednin Ras Jdir, l'ordre de service a été donné. C'est-à-dire l'ordre de service? C'est-à-dire les travaux vont démarrer incessamment. Voilà. Et pour Gabès Mednin, on est en train de choisir l'entreprise. Donc on peut dire que pour Gabès Ras Jdir, donc frontière libyenne, réellement, donc c'est sur la voie. Et d'ici fin d'année maximum, tout ce sera en chantier. Ce sera un chantier, donc les travaux vont durer pour 3 ans. Pour 3 ans. D'accord. Donc à la limite, elle sera opérationnelle dans 3 ans. Dans 3 ans à partir de cette année, donc 14, 15, 16, fin 2016, 2017, disons, elle sera opérationnelle. Et du côté de nos voisins algériens, donc nos voisins algériens, il y a maintenant en cours d'exécution, donc l'autoroute maintenant, elle est jusqu'à Tunis, Ouedzerga. Ouedzerga, Bousselm, c'est en cours de construction maintenant. Donc c'est à raison de 10% l'avancement des travaux. Il y a des problèmes d'expropriation et surtout, je ne vous cache pas, il y a un problème. On a trouvé des sites archéologiques. Et donc là où il y a des sites archéologiques, ça c'est une ligne rouge. Oui, une ligne rouge. Il va y avoir des déviations. On laisse ce tronçon-là. Puis c'est l'Institut national des patrimoines qui vient pour voir l'ampleur des sites. Et donc s'il y a généralement c'est des sites mineurs, parce que lors des études, nous, on contourne les sites majeurs. Les sites majeurs archéologiques, donc, on ne les traverse pas et on tient compte. Mais il y a des sites mineurs, qui dit sites mineurs, donc c'est des vestiges qui peuvent être donc, déplacés. Et donc, c'est l'Institut national des patrimoines donc, qui et là, vous allez accuser du retard aussi, puisque oui, bien sûr, il y a un travail. Il y a un retard concernant les sites archéologiques. Mais tout le tronçon, disons, une fois cette problématique... Ce problème résolu, donc en principe, aussi, c'est dans 3 ans. En fait, ce n'est pas un problème, en fait. Mais disons, cet obstacle, oui. Oui, c'est une gestion courante, ça. C'est de la gestion courante, mais qui retarde quand même. Qui retarde quand même, parce que c'est des sites, même si on a tenu compte lors des études, on peut donc trouver
des sites, hein. Oui. Même si pour nous, on n'existe pas sur plan. Mais une fois en commençant les travaux, on déblaye, donc, et on creuse, on trouve des vestiges. Là, on s'arrête et on fait appel au Institut national de patrimoine. Pour évaluer le site. Et puis, on a donc ça, Oued-Zarga Boussel, puis Boussel, frontière algérienne. Et ça, c'est le tronçon le plus difficile. Il est en cours d'étude par un bureau d'études. Pourquoi difficile? C'est le relief? Parce qu'on traverse donc Indram, les donc c'est la frontière algérienne. Et donc, tout ça, c'est la forêt, c'est la zone montagneuse. La zone montagneuse. Et donc, c'est le tronçon le plus difficile de 750 km. Hein. Et donc, l'étude, c'est un bureau d'études tunisien, d'ailleurs, c'est le bureau d'études tunisien qui fait l'étude. Et on a eu un don par le FADES pour faire une assistance technique pour l'étude. Et donc, qui vient de démarrer, ça fait quelques mois. Et qui va durer 2 années. Donc l'étude, rien que l'étude. Rien que l'étude. Hein. Et avec ce tronçon, on bouclera, disons, cette route transmaghrébine qui, à l'horizon 2018, disons, tout ce tronçon donc, sera opérationnel. Hein. Si on trouve, bien sûr, le bailleur de fonds pour ce dernier tronçon de 80 km. De 80 km jusqu'à la frontière algérienne. Voilà, parce qu'il sera très cher, ce tronçon-là. C'est le double, le triple, lorsqu'il n'y a pas d'obstacle naturel. C'est à peu près 5 fois. 5 fois le coût, 4 à 5 fois le coût d'un tronçon normal. C'est très cher, pour nous c'est très cher. Hein. C'est à peu près 8 millions d'euros le kilomètre. 8 millions d'euros le kilomètre, je parle euros. Oui, c'est 16 000 dinars à peu près. 16 000, un peu plus. Le kilomètre. Oui. Et donc, en dehors de des routes, je disais, donc, ça, c'est les autoroutes. Rurales, quels sont les autres grands projets en cours et qui vont être peut-être réalisés dans quelques temps. Donc ça, c'est les autoroutes. À part les autoroutes, il faut dire que la stratégie du ministère de l'Équipement, donc notre orientation en axe sur, première chose, c'est la préservation du patrimoine, c'est l'entretien de l'existant. C'est la première chose à laquelle on intervient. C'est la préservation de l'existant, parce que ça ne fait rien de faire des routes puis de les délaisser et après on se retrouve avec des routes à refaire de nouveau. Oui, donc notre axe d'intervention, le premier axe c'est l'entretien routier, ça c'est clair. Le deuxième axe c'est les autoroutes, bien sûr. Le troisième axe c'est la réhabilitation des routes. La réhabilitation, pour vulgariser un peu, c'est quoi? C'est qu'on a des routes dont la largeur ils sont de 2, 3, 4 mètres parfois et on va les élargir pour les rendre à 7,60 mètres, qui sont de normes internationales. On appelle ça réhabilitation des routes. C'est donc mise à la largeur, disons, mise aux normes de la route. Et ça, on a un programme qui est en cours d'exécution d'à peu près 700 km, qui est en cours d'exécution. Le taux d'avancement, il est à peu près de dans quelle région 60%. Il est réparti sur les 24 gouvernorats et spécifiquement pour les 14 gouvernorats, donc à peu près à hauteur de 70% dans les 14 gouvernorats prioritaires. Prioritaires, ce qu'on appelle. Voilà, prioritaires. Moi, j'aimerais bien les appeler prioritaires que défavorisés, parce que de point de vue réseau routier, si vous allez par exemple à Sidi Bouzid, presque à 100%, il y a de l'enrobé. Hein. Donc toutes nos routes pratiquement à 100%, à 95% c'est de l'enrobé. Notre infrastructure routière, à mon avis, elle est bien répartie, mais il reste beaucoup de choses à faire. Ça c'est clair, il reste beaucoup de choses à faire. Telles que la réhabilitation, comme je vous ai dit, donc notre réseau il est à 60%, à hauteur de 60%, donc réhabilité. Et donc nous on est en train de faire 600 à 700 km en cours d'exécution. L'avancement il est à hauteur de 60%. Et dans nos projections, on a 700 km à réhabiliter et on est en train à la recherche de bailleurs de fonds. Hein. Donc, c'est toujours un problème d'argent. Dès qu'on trouve l'argent, parce que les études sont suffisamment avancées, et donc dès qu'on trouve l'argent, et à mon avis, d'ici 2014, il y a 99% de chances de trouver le bailleur de fonds. Donc je crois que d'ici 2015 maximum, donc on aura ces travaux en chantier. La réhabilitation d'à peu près 700 km de route, et donc les autres 700 seront en achèvement. Donc c'est pour assurer la continuité des travaux. À part la réhabilitation, on a le renforcement du réseau. Le renforcement, c'est le tapis d'enrobé, les gens l'appellent là un tapis d'enrobé. Donc nous, on a à peu près 900 km à peu près en cours d'exécution au HV, pratiquement à hauteur de 95% d'achèvement, donc ils vont bien, donc ça va. Et nous, on a à peu près 600 km en cours d'étude et à la recherche de bailleurs de fonds, et à mon avis, d'ici l'année prochaine, maximum celle d'après, ils seront en chantier. C'est réparti aussi sur les 24 c'est réparti, et ces 600 km, on a 400 km dans seulement les 14 gouvernorats prioritaires.
C'est ça, on va commencer par ça, en principe, l'année prochaine, si on trouve des bailleurs de fonds, bien sûr, et on est à la recherche des bailleurs de fonds. Hein. Et comme je vous ai dit, on a de fortes chances de trouver un bailleur de fonds. Donc ça, c'est, disons, le 4e axe. Le 5e axe, c'est donc les rocades, les déviations de villes, parce qu'il y a pas mal de villes qui sont congestionnées. Et donc, nous, dans notre stratégie, on dévie ces villes-là. On fait ce qu'on appelle, comme en France, un périph'. Donc, c'est une rocade ou une déviation. Comme vous voyez, par exemple, la rocade de Sfax qui a été faite. On a en cours d'exécution maintenant, on a la rocade de L'Hama, on a la rocade de Gafsa, on a la rocade de Gassri. C'est les chefs-lieux des gouvernements pratiquement. De Gbelli, on a beaucoup de rocades en cours de construction. Et c'est ces rocades-là il y a un problème d'expropriation. Hein, parce qu'il y a... Ça, c'est des créations de routes. Oui. Et qui dit création, donc de nouvelles routes, et donc on doit acquérir. L'exécution, elle est à hauteur de 70 à 80% d'avancement. Partout, là? Oui, grossièrement, partout, à 70-80%. On a, je ne vous cache pas, un seul projet qui n'a pas démarré, c'est la déviation de Jendouba. Et là, c'est un projet. Est la raison? Et malgré qu'on a l'entreprise sur place depuis 2 années, on a fait le comité à l'amiable, là, le comité de conciliation, et on a discuté avec les gens, mais il y a un niet catégorique, et donc on est obligé d'arrêter ce projet, et de ne pas faire ce projet, de le faire tomber dans l'eau, carrément. Et donc, vous n'avez pas trouvé d'accord avec les propriétaires? Oui, on n'a pas trouvé d'accord avec les propriétaires, et donc il va tomber dans l'eau. Pratiquement, c'est le seul projet. On a 2 grands projets, disons, c'est la déviation de Jendouba, et on a la liaison autoroute GP1, Khanget el-Hojej, ce qu'on appelle, au niveau de Hammam Lemf. C'est ces 2 projets où pratiquement on n'a pas bien encore démarré. Pour les autres projets, il y a des problèmes, mais on a démarré les travaux jusqu'à hauteur de 75-80%, et on a essayé de faire un grand effort pour que ces projets soient fonctionnels. Donc, même s'il y a des refus de la population sur des sections, on a essayé avec donc des citoyens de résoudre des problèmes sur les autres sections de façon à ce qu'elles soient fonctionnelles d'une route à une route, puis il y a une autre section qui peut-être ne serait pas fonctionnelle. Donc ça, c'est concernant les rocades. Et concernant le dédoublement des routes. Le dédoublement, parce que c'est un axe important pour nous, parce qu'au fait, pour nous, il y a la réhabilitation, l'élargissement, puis le dédoublement des routes, pour décongestionner un peu les routes qui sont congestionnées. Et là, on a 2 grands projets. C'est le dédoublement de la route du Fars vers Siliana, c'est la GP4, parce qu'il faut dire qu'on est en train maintenant de dédoubler la route jusqu'à El Fars, et c'est en travaux maintenant, l'avancement il est à peu près de 30%. Il faut dire qu'on a des problèmes d'expropriation, ça c'est clair, mais qu'on est en train de résoudre au fur et à mesure. Et si vous allez maintenant dans cette route, vous trouvez des travaux donc pratiquement qui sont en cours. Et donc les sections sont ouvertes à hauteur de 80%. On a 20% qui ne sont pas ouvertes. Hein. Mais on a aussi la rocade de Mseken, qui est en cours de construction. On a la rocade de kilomètre 11 qu'on appelle, qui est en cours de construction. On a le dédoublement à Sfax Tin al-Mahrs, qui est en cours d'exécution maintenant. Et on a 2 projets qui sont en cours d'étude. C'est le dédoublement de la GP12 de Kérouan vers Sousse. Et là, c'est pour liaisonner un peu les régions de l'intérieur vers le pôle donc côtier, disons. Et l'étude, ce que je vous ai dit, donc de Fars vers Siliana, parce que avec cette étude-là, Fars-Siliana, donc de Tunis à Siliana, on peut aller avec une route donc express, disons, en 2 fois 2 voies. C'est bien, ça va aider beaucoup la circulation et le déplacement. Voilà, donc tout ça, c'est des grands projets. On a aussi la rocade du Grand Tunis, qui est en cours d'étude. Et on termine avec ça, parce que nous arrivons au terme de notre émission. Il y a beaucoup d'autres projets. Mais là, c'était l'essentiel. Oui. Bien sûr, donc, il y a la rocade du Grand Tunis de 80 km. On a aussi le projet de liaison. Et la rocade du Grand Tunis... Elle liaison toutes les autoroutes entre elles. Donc, de Sidi Thebet, disons, du port financier de Tunis, jusqu'à donc l'autoroute A1 vers Hammamet. On a un projet important qui est en cours d'étude maintenant. L'étude vient de démarrer. C'est la liaison avec Bizerte
par un ouvrage fixe. Ça peut être un tunnel ou un pont, mais par un ouvrage fixe. Et donc, ça, c'est un grand projet. Et donc, le problème du pont, là... oui, le pont qui se lève donc deux fois, donc qui crée des problèmes. Des problèmes de circulation. Oui, des problèmes de circulation. Donc, ça... Et le projet de Bizerte, à quel stade? Au stade des études? Les études ont démarré, donc ça fait quelques mois, en avril, ça a démarré. Donc, il commence pour une durée de 2 ans. Et donc, après 2 ans, donc, on va décider du... Oui, après 2 ans, donc il y aura l'étude de factibilité, de faisabilité. On va décider que ce soit le couloir, que ce soit tunnel ou pont, et que ce soit donc voir la rentabilité et les bailleurs de fonds et le financement. On a aussi l'ICOSO, qui est l'autoroute de l'intérieur. Donc, qui est l'autoroute qui va relier Tunis avec Gafsa, donc Gasserine, Sidi Bouzid et Kérouan. C'est le centre-ouest. C'est le centre-ouest. Donc, l'ICOSO, c'est est, centre-ouest, sud-ouest. Donc, c'est juste une abréviation. Donc, c'est l'autoroute qui est en cours d'étude, dont la durée, ça va donc jusqu'à 2 ans, donc presque. Toutes les études durent à peu près 2 ans. À peu près 2 ans, 2 années, les grandes études. Mais on a donc un programme ambitieux et un grand programme. Il suffit de trouver maintenant les fonds nécessaires. Voilà, il faut trouver les fonds et un peu que la situation un peu soit calme, parce que le citoyen maintenant il n'est plus comme avant. Il y a beaucoup de problèmes de demandes sociales et de demandes donc d'expropriation. Et donc ça crée des retards. Voilà. Merci beaucoup, c'est Razi Chérif, directeur général des ponts et chaussées au ministère de l'Équipement et de l'Environnement. Merci à vous tous. Merci. Le magazine de l'économie, produit et présenté par Zeki Azak et Tahar Al-Almi.